Analyse du contour de l'onde de pouls. Alors je vous rassure, c'est pas du tout ce qu'on fait dans le service, c'est absolument impossible. Je ne sais pas si c'est par paresse ou par facilité, mais nous on fait des calibrations, on va dire de manière systématique, le matin et le soir. Pourquoi? C'est le moment où les externes arrivent le matin et le soir pour la garde. Allez, je vous l'ai dit, c'est du pragmatisme, on va dire. Et on considère que ça suffit. Et que si jamais le patient a un événement intercurrent important qui a vraiment nécessité de faire quelque chose, on peut toujours refaire des calibrations dans la journée. Et derrière ça, notre raisonnement, c'est de se dire finalement, la mesure du débit cardiaque affiché en continu. Que la valeur soit vraie ou pas vraie, on ne va pas s'intéresser forcément à une valeur. On va s'intéresser à la variation de la valeur qui va être induite par des tests, par exemple des tests pour tester si le patient va répondre au remplissage, ou à la fin de la journée, on a fait du remplissage vasculaire au patient. Alors qu'après, on nous explique que le remplissage vasculaire, c'est plutôt délétère chez les patients de réanimation. Donc finalement, la thermodulation transpulmonaire qui est une mesure intermittente, et puis on a l'analyse du contour de l'onde de pouls qui permet de donner une mesure en continu du débit cardiaque. Son avantage, donc, c'est qu'elle est continue. Son principal inconvénient, c'est qu'il y a une dérive de la fiabilité de cette mesure au cours du temps. Mais comme je vous l'ai dit, nous, on s'en fiche un petit peu, on s'intéresse plus aux variations qu'à la valeur absolue. Et cette analyse du contour de l'onde de pouls, elle nous intéresse beaucoup parce que dans le service, voilà comment on s'en sert. On s'en sert pour tester la précharge dépendance des patients, on verra ça tout à l'heure, en faisant des tests de précharge, par exemple le lever de jambe passif, qu'on fait beaucoup, le test d'occlusion télé-expiratoire, le mini-fluid challenge, je l'ai mis parce que ça existe, mais nous, on ne l'utilise pas. Et puis surtout, on peut se servir du débit cardiaque par analyse du contour de l'onde de pouls pour juger des effets de l'expansion volémique. C'est beaucoup dans ce contexte-là qu'on s'en sert, nous, dans le service. Ça va? C'est bon? Je vous ai dit tout à l'heure sur le schéma qu'on mettait des fallait un cathéter veineux central dans le territoire cave supérieur. Nous, on utilisait exclusivement la voie jugulaire. Maintenant, il y a des patients, ils ne peuvent pas avoir de cathéter dans le territoire cave supérieur pour X ou Y raison, parce qu'ils ont des contre-indications, parce qu'on n'y arrive pas, et on met le cathéter veineux central en fémoral. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser un picot chez un patient qui a le cathéter veineux central en fémoral à côté du cathéter artériel? Donc ça a été regardé, pas par nous, par une équipe allemande, qui est l'équipe qui publie aussi beaucoup là-dessus. Et vous voyez, les patients avaient un picot, ils avaient de manière concomitante un cathéter veineux central en jugulaire et en fémoral. Et ils ont regardé sur l'index cardiaque ce que ça pouvait donner. Ils ont donc comparé la mesure obtenue par thermodilution en fémoral à la mesure obtenue par thermodilution en jugulaire. Et vous voyez que le biais, c'est-à-dire la différence moyenne entre les deux mesures, est très faible. 0,29 litres minutes par mètre carré, c'est très faible, c'est rien du tout. Et surtout, le pourcentage d'erreur entre les deux mesures est également faible. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait moins de 30%. Le pourcentage d'erreur, on est à 16%. Ça veut dire que si vous mettez chez vos patients un cathéter veineux central, eh bien, la mesure de l'index cardiaque reste fiable. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les paramètres. Voilà pour le débit cardiaque ou l'index cardiaque. On continue, vous voulez qu'on discute de quelque chose là-dessus? C'est bon? Alors tout l'intérêt du PICO, c'est que ça donne l'index cardiaque, mais ça, tous les autres moniteurs le donnent. Le Vigilo que vous utilisez ici, ça le donne, le PROAC, ça le donne, le cathéter artériel pulmonaire, ça le donne. C'est surtout que ça donne plein d'autres paramètres qui vont nous permettre une prise en charge intégrée et complète du patient. Premier autre paramètre que ça donne, ça va nous renseigner sur la précharge, voire la précharge dépendance du patient. Et le paramètre qui est utilisé, c'est le volume télédiastolique global. I, ça veut dire indexé, parce que toutes les mesures sont indexées à la surface corporelle. C'est une mesure qu'on obtient par thermodilution transpulmonaire. Ça veut dire que c'est une mesure intermittente qui repose sur l'injection, toujours de la même façon, de 3 bolus de sérum physiologique froid à travers le cathéter veineux central qui seront récupérés au niveau du cathéter artériel. Le volume télédiastolique global, c'est ce qui apparaît en rouge, c'est le volume des 4 cavités cardiaques à la fin de la diastole, en télédiastole. Il est obtenu par le moniteur à partir de la courbe de thermodilution, avec 2 analyses mathématiques différentes. Comme c'est une mesure de thermodilution, il y a la petite horloge qui dit que c'est une mesure intermittente qu'on a que de manière ponctuelle. Et sa norme, c'est en millilitres, c'est un volume, c'est entre 650 et 800 millilitres par mètre carré parce que c'est indexé. Alors comment est-ce qu'on l'obtient? Si on rentre un peu dans les détails pour voir ce qu'il y a derrière la machine. On injecte le bolus froid et on obtient la courbe de thermodilution transpulmonaire.
Tout d'abord, il y a une analyse de la courbe selon un principe mathématique qui s'appelle Stewart-Hamilton et qui permet d'obtenir un volume. Vous voyez, c'est le volume dans lequel se dilue l'indicateur froid. Et ce principe-là dit que le volume, le volume de distribution de l'indicateur, c'est le plus grand volume possible. C'est-à-dire, c'est les poumons plus les cavités cardiaques plus la circulation pulmonaire. Et on parle de volume intrathoracique total. De l'autre côté, la courbe de thermodilution, il peut y avoir une analyse qui est logarithmique et qui se fait selon le principe dit de Newman et qui permet d'obtenir un autre volume. Vous voyez, ça permet d'obtenir le volume pulmonaire total. C'est le volume qui est dans toute la circulation vasculaire pulmonaire, tous les poumons, à l'exception des 4 cavités cardiaques. Donc ça, c'est transparent, on ne le voit pas. C'est ce que fait le Pico automatiquement. Et finalement, comment est-ce qu'on obtient le GEDV qui s'affiche à l'écran? Eh bien, par simple soustraction de ces deux volumes. Qu'est-ce que ça représente, le volume télédiastolique global indexé? C'est un volume, on a envie de dire que c'est de la précharge, encore fallait-il le prouver. Et donc cet effet, il y a un moment, c'est le professeur Teboul qui avait fait ça dans le service en 2003. Ils ont pris à l'époque 36 patients qui avaient un monitorage Pico, et puis ils ont induit des variations thérapeutiques, soit par de l'expansion volémique, soit par de la dobutamine. Et sur le graphique, vous voyez les résultats qui sont montrés, c'est pour l'index cardiaque et le volume télédiastolique global. Et le raisonnement sous-jacent, c'était de dire, si c'est un marqueur de précharge, ça devrait augmenter avec l'expansion volémique, et ça ne devrait pas bouger avec l'administration de dobutamine. Et c'est exactement ce qu'ils ont vu. L'index cardiaque, quand on remplissait les patients, il augmentait. Bah oui, s'ils étaient précharge dépendants, ça pouvait marcher. Et quand on mettait de la dobutamine, évidemment, l'index cardiaque augmentait. Que faisait le volume télédiastolique global? Quand on remplissait les patients, il augmentait. Après, quand on ne remplissait pas les patients, quand on mettait de la dobutamine, pardon, il ne bougeait pas. Et donc, c'était une preuve, finalement, que le volume télédiastolique global est un indice de précharge. Et puis, ils l'ont montré aussi de façon encore plus indirecte que ça. Là, ils ont réparti les patients selon leur valeur de volume télédiastolique global, ceux qui avaient un bas volume, ceux qui avaient un volume interne moyen, et puis ceux qui avaient un haut volume. Donc, bas volume, c'est moins de 600 ml par mètre carré, c'est les gens qui ont 400, qui ont 500 ml par mètre carré. Haut volume, c'est souvent plus de 900 ml par mètre carré, et puis le reste, c'était au milieu. Et en ordonnée, vous avez la proportion de patients qui répondaient à l'expansion volémique. Alors, quand on dit répondre à l'expansion volémique, c'est en termes de débit cardiaque, c'est qu'il y avait une augmentation de plus de 15% des débits cardiaques. Et ils ont montré que cette proportion diminuait significativement entre les trois groupes de patients, c'est-à-dire que les patients qui avaient un bas volume télédiastolique global, eh bien, il y en avait une très grande proportion qui répondait au remplissage. Et alors qu'à l'inverse, ceux qui avaient un très haut volume télédiastolique global, eh bien, il y en avait très très peu qui répondaient au remplissage. Encore une fois, ça veut dire, en d'autres termes, que quand il y avait une précharge qui était basse, le volume télédiastolique était bas et on répondait au remplissage. Quand on avait une précharge plutôt élevée, donc un haut volume télédiastolique, on répondait moins au remplissage. C'était une autre preuve que ce volume télédiastolique global, c'est un indice de précharge, mais c'est un indice de précharge qui est dit statique. Et on verra tout à l'heure la différence avec les indices dynamiques. Vous voyez, on l'obtient avec le Pico, mais c'est l'équivalent, si vous préférez, de la PAPO qu'on obtenait avec le cathéter artériel pulmonaire, ou du temps d'éjection corrigé avec le Doppler œsophagien, ou, ça parle plus à tout le monde, du rapport E sur E' à l'échographie cardiaque, ou du volume télédiastolique du ventricule gauche. C'est la même chose, c'est un indice statique, donc c'est exactement, ça renseigne sur la même chose, et c'est exactement les mêmes limites. Et les limites, on les connaît, c'est maintenant prouvé par plein de méta-analyses, c'est que quel que soit le marqueur statique de précharge, eh bien, ça ne sont pas des bons marqueurs prédictifs de la réponse à l'expansion volémique. Et c'est pour ça que nous, on ne les utilise plus. On n'utilise plus la PAP ou la PVC, on n'utilise plus le volume télédiastolique global, on n'utilise plus la surface télédiastolique du ventricule gauche, on n'utilise pas non plus le rapport E sur E' pour prédire la réponse au remplissage, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Alors, on n'est pas dogmatique, on est tous d'accord, et je vous le dis tout de suite, que des patients qui ont des PVC sous ventilation mécanique à 0 ou à 1 cm d'eau, on sait qu'ils ont une grande probabilité de répondre au remplissage. Les valeurs sont très basses, donc quand on est dans la fourchette basse, on sait que ça va marcher. De la même façon, s'ils ont 15, 16, 17 de PVC, on sait qu'ils ne répondront pas au remplissage. Et pour tous les patients qui ont des valeurs intermédiaires, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on n'utilise plus ces indices-là, et qu'on fait maintenant des indices dynamiques. Ok ? Donc finalement, le GEDV, le volume télédiastolique global, nous, en pratique, on ne l'utilise pas beaucoup, sauf que s'il est extrêmement bas, 300, 400 ml par mètre carré, on va dire, bah oui, le patient il est plutôt hypovolémique et on a plutôt intérêt à lui faire du remplissage. S'il est très élevé, 900 voire plus de 1000 ml par mètre carré, on sait qu'il n'y a aucune place pour le remplissage vasculaire, et toute la zone grise au milieu, on n'en sait rien, donc on ne s'en sert pas.
La même question que tout à l'heure, est-ce que si on a un cathéter veineux central, non pas dans le territoire cave supérieur, mais en fémoral, cette mesure marche? Eh ben, vous voyez que non. Quand on comparait le volume télédiastolique obtenu par une injection dans un cathéter veineux central en jugulaire ou en fémoral, il y a une différence de plus de 240 millilitres par mètre carré entre les deux mesures. Et en vérité, en fémoral, le volume télédiastolique global est très surestimé par rapport à la mesure en jugulaire interne. Pourquoi? Parce que l'analyse de la courbe, on peut revenir dessus, ça sera plus simple. Hop, voilà, cette analyse-là de la courbe, vous voyez, il y a ce qu'on appelle TTM, c'est le temps de transit moyen, c'est-à-dire c'est le temps moyen que met le thermomètre du cathéter artériel fémoral à détecter la variation de température liée au bolus franc. Et donc si on injecte le bolus franc en fémoral, il faut rajouter tout le temps de transit lié à la remontée de la veine cave inférieure. Et donc forcément, ça va surestimer après le volume télédiastolique global. Donc il faut savoir que si on est en fémoral, il est surestimé. Les anciennes versions PICO ne le prenaient pas en compte. Maintenant, les nouvelles versions, là, les PICO 2, les PICO 2+, il y a un algorithme qui a été implémenté dedans et qui automatiquement corrige le volume télédiastolique global. Ça veut dire qu'il faut bien renseigner sur les PICO si le cathéter veineux central il est en jugulaire ou en fémoral. Et dès lors, l'appareil il le sait, et si on écrit que c'est en fémoral, il va appliquer l'algorithme correctif. Et la valeur qu'on aura sera une bonne valeur, il sera l'équivalent de la valeur comme si on avait mis le cathéter veineux central en jugulaire. Donc ça donne le débit cardiaque. Ça renseigne sur la précharge. Ça peut également renseigner sur la fonction systolique du ventricule gauche. C'est toujours le même principe. On injecte le bolus de sérum physiologique froid, on en fait 3 fois. On obtient les courbes de thermodilation qu'on va analyser selon le principe de Stewart-Hamilton et selon sa transformation logarithmique. Et on va obtenir 2 paramètres. L'index cardiaque dont on a parlé et le volume télédiastolique global. Vous vous rappelez le volume dans les cas de cavité à la fin de la diastole dont on vient de discuter. Et bien, par analogie avec la fraction d'éjection du ventricule gauche, le PICO va calculer ce qu'on appelle l'index de fonction cardiaque. La fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est quoi? C'est le volume d'éjection systolique divisé par le volume télédiastolique du ventricule gauche. Et bien, que fait le PICO? Il ne prend pas le volume d'éjection systolique, il prend l'index cardiaque. Et il ne prend pas le volume télédiastolique du ventricule gauche, mais le volume télédiastolique global. Et il fait le rapport entre les deux, et ils ont appelé ça l'index de fonction cardiaque. Et un index de fonction cardiaque doit être supérieur à 4 par minute. L'index de fonction cardiaque, c'était l'ancien paramètre donné par les PICO. Maintenant, ils en ont implémenté, ils en ont mis un autre, qui s'appelle la fraction d'éjection globale. Et c'est celui-là qui le donne. En fait, il y a un lien entre l'index de fonction cardiaque et la fraction d'éjection globale, puisque la fraction d'éjection globale, c'est simplement l'index de fonction cardiaque divisé par la fréquence cardiaque. C'est tout. Donc ça, c'est en pourcentage, alors que ça, c'est par minute. Et en pourcentage, une fraction d'éjection globale doit être comprise entre 25 et 35% globalement, sur le PICO, pour dire qu'il n'y a pas d'altération de la fonction ventriculaire gauche. Alors, est-ce que physiologiquement, il y a un rationnel? On comprend bien comment est-ce qu'il calcule ce paramètre. Est-ce que ça marche vraiment? Il y a plusieurs équipes qui l'ont montré. Il y a plusieurs équipes qui ont fait exactement la même étude. Il y a des patients qui avaient un monitorage PICO, une échographie cardiaque, et ils avaient une mesure concomitante de la fraction d'éjection ventriculaire gauche et de l'index de fonction cardiaque. Et ils ont regardé si ce fameux index de fonction cardiaque était corrélé à la fraction d'éjection ventriculaire gauche. La réponse était oui, il y avait une très forte corrélation. Mais est-ce qu'il était capable de prédire, de détecter une basse fraction d'éjection ventriculaire gauche? Et c'est ce qui est indiqué sur la courbe, et les études, toutes les autres, trouvent exactement les mêmes chiffres, donc j'en ai montré qu'une. Vous voyez, quand on a un CFI, un index de fonction cardiaque, qui est à 3,2 par minute, la norme c'est 4, donc la 3,2, ça correspond à une fraction d'éjection ventriculaire gauche d'environ 35%. Okay. Donc nous, comment est-ce qu'on s'en sert? On voit le CFI, on fait une thermodulation transpulmonaire. Si on voit l'index de fonction cardiaque qui est basse, on ne dit pas exclusivement il y a une dysfonction ventriculaire gauche, c'est un signe d'alarme pour derrière aller faire une échographie cardiaque pour essayer d'aller confirmer visuellement ou par des mesures plus précises ce que le PICO nous fait craindre. Voilà. Alors il y a quand même une petite subtilité, c'est que si on revient à la formule, vous voyez, c'est l'index de fonction cardiaque, c'est l'index cardiaque sur le volume télédiastolique global. C'est purement mathématique, mais vous voyez bien que les patients qui ont un volume télédiastolique global très élevé, soit parce qu'ils ont une précharge énorme, soit parce qu'ils ont une cardiopathie dilatée, par exemple, eh bien, on va avoir des index de fonction cardiaque qui vont être faussement bas. Et donc ça, c'est une des limites. C'est pour ça qu'on ne se fie pas exclusivement
qu'à la valeur affichée par le PICO, mais si on a un index de fonction cardiaque qui est un peu bas, eh bien, on fait une échographie cardiaque pour essayer de confirmer ou d'infirmer ce que nous a montré le PICO. Voilà, c'est un signe d'alerte pour nous. Le PICO, il peut donner encore deux autres paramètres assez intéressants, qui sont l'eau pulmonaire et l'indice de perméabilité vasculaire pulmonaire. Alors tout d'abord, l'eau pulmonaire, ELWI sur le PICO, vous voyez, à chaque fois il y a la petite horloge qui veut dire que ce sont des mesures qu'on obtient par thermodilution transpulmonaire. Qu'est-ce que c'est l'eau pulmonaire? C'est la quantité d'eau qu'il y a dans les poumons, mais en dehors des vaisseaux. Ça veut dire les alvéoles, le tissu interstitiel et le système lymphatique. Que cette eau en dehors des vaisseaux, cet œdème pulmonaire, soit lié à une surcharge hydrostatique, soit de l'OAP hydrostatique, d'origine cardiogénique ou néphrogénique, ou alors qu'il soit lié à une altération de la membrane alvéolo-capillaire, que ce soit un OAP lésionnel, le SDRA. Donc en d'autres termes, l'eau pulmonaire extravasculaire, on va dire l'eau pulmonaire, parce que sinon je ne vais pas y arriver, bah, c'est un marqueur du volume de l'œdème pulmonaire chez le patient. Comme je vous l'ai dit, il y a une petite horloge, donc c'est que c'est obtenu, c'est une mesure ponctuelle qui est obtenue par thermodilution transpulmonaire, toujours après analyse des courbes de thermodilution, que ce soit par le principe de Stewart-Hamilton ou par sa transformation logarithmique. Et ça nous est donné par le PICO en direct, la petite horloge qui nous dit que c'est intermittent, et la valeur qui est retenue, c'est inférieur à 10 millilitres par kilo. Et dans la littérature, il y a une petite discussion, est-ce que c'est moins de 7 millilitres par kilo ou c'est moins de 10 millilitres par kilo? Nous, on a résolu le problème en disant qu'on prenait 10 millilitres par kilo. Ce qui veut dire que si un patient a moins de 10 millilitres par kilo, pour nous, il n'a pas d'œdème pulmonaire, si on croit ce paramètre. S'il a une eau pulmonaire supérieure à 10 millilitres par kilo, le patient a un œdème pulmonaire, sans préjuger de son mécanisme, pour l'instant. Alors, comment ça marche? Vous vous rappelez, voilà les trois volumes qu'on pouvait obtenir lorsqu'on fait une thermodilution. Principe de Stewart-Hamilton, le volume intrathoracique total, et principe de Newman, le volume pulmonaire total. Et quand on soustrait les deux, on avait le volume télédiastolique global. Comment est-ce qu'à partir de ces trois volumes, on peut obtenir ce volume, c'est-à-dire l'eau qui est dans les poumons, mais en dehors des vaisseaux? Alors ça, c'est des études qui l'ont montré. Ils ont fait des formules mathématiques et ils ont montré qu'on pouvait obtenir ce qu'on appelle le volume sanguin intrathoracique, c'est-à-dire le sang qu'il y a dans les vaisseaux pulmonaires et dans les cavités cardiaques, à partir du volume télédiastolique global. Vous voyez, le volume télédiastolique global, c'est seulement ce qu'il y a dans les cavités cardiaques. Eh bien, on pouvait extrapoler la circulation pulmonaire à partir du volume télédiastolique global en le multipliant par 1,25. Voilà, et ça a été prouvé, et ça a été dans des études qui ont corrélé avec d'autres types de mesures. Une fois qu'on a le volume sanguin intrathoracique, vous voyez, donc là on a le volume dans toutes les cavités cardiaques plus la circulation pulmonaire. On avait également le volume intrathoracique total. Eh bien, si on soustrait le volume intrathoracique total, l'ensemble du volume, à tout ce qu'il y a dans les vaisseaux, eh bien, on obtient finalement tout ce qu'il y a en dehors des vaisseaux, l'eau pulmonaire. Ça va? Donc tout ça, c'est transparent, on ne le voit pas, nous, la machine fait ça automatiquement. Et rassurez-vous, peu de gens savent comment ça marche et se souviennent de ça. Parce qu'on s'en fiche un petit peu, c'est juste pour essayer de comprendre. Alors, la mesure de l'eau pulmonaire, vous allez voir que c'est assez intéressant, mais il y a plein de facteurs qui peuvent limiter sa mesure. Par exemple, la pression télé-expiratoire positive, ça peut, alors quand j'ai mis en orange, c'est que c'est pas prouvé, c'est potentiel, hein, il y a des débats dans la littérature, ça peut soit surestimer, soit sous-estimer la variation d'eau pulmonaire. Par exemple, quand on met une pression télé-expiratoire très importante, nous dans les patients qui ont un SDRA, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va un peu dilater l'alvéole et ça va comprimer les capillaires intra-alvéolaires sous-jacents. Et donc forcément, si on ferme ces capillaires-là, eh bien, la thermodilution, l'indicateur froid ne pourra pas se diluer dans tous les territoires pulmonaires. Et donc dans ce cas-là, on aura une sous-estimation de la mesure. Ok ? La résection pulmonaire, ça c'est prouvé, les patients qui ont des pneumonectomies, bah forcément on a amputé d'un territoire vasculaire, donc on va surestimer l'eau pulmonaire. L'occlusion vasculaire pulmonaire, c'est la même chose. Quand on a une embolie pulmonaire, si on ferme des territoires, l'indicateur ne pourra pas aller dans tous les territoires et donc on risque de sous-estimer l'eau pulmonaire. Et puis même le type de SDRA, homogène ou inhomogène, peut jouer sur la distribution de l'indicateur froid et peut potentiellement induire une sous-estimation de l'eau pulmonaire. Et enfin, les épanchements pleuraux, ça pourrait également sous-estimer l'eau pulmonaire. Alors comme ça, on a envie de se dire, mais finalement, ce paramètre-là,
Ça, c'est à peu près ce qu'ont tous nos patients de réanimation, donc c'est jamais vraiment valable. C'est à la marge à chaque fois. C'est-à-dire que toutes les études, je ne vais pas vous les montrer, mais il y a plein d'études qui ont essayé par exemple de mesurer l'eau pulmonaire à différents niveaux de PEP, et on voit que les variations d'eau pulmonaire que ça induit sont très faibles. Et donc finalement ne vont pas beaucoup impacter la clinique, c'est-à-dire qu'on est 12 millilitres par kilo à la place de 11 millilitres par kilo, ou qu'on est 14 millilitres par kilo à la place de 13 millilitres par kilo d'eau pulmonaire, cliniquement, ça a la même signification. Donc on s'en fiche un petit peu. On connaît ses limites, mais ça n'impacte pas beaucoup notre prise en charge. Est-ce que l'eau pulmonaire, si jamais le cathéter veineux central est en fémoral, c'est fiable? Toujours la même équipe qui avait regardé pour l'index cardiaque et le volume télédiastolique global. Vous voyez, on a un biais entre la mesure jugulaire et fémorale qui est de 0,83 ml par kilo. Quand on dit que la norme est à 10 ml par kilo, c'est très faible comme biais. Et donc, c'est tout à fait acceptable. Si votre cathéter est en fémoral, il n'y a aucun souci, votre valeur d'eau pulmonaire sera fiable. Alors, c'est bien de dire que l'eau pulmonaire, c'est un marqueur de l'œdème pulmonaire. Encore faut-il prouver que c'est un vrai intérêt. Premièrement, est-ce que la valeur, parce que tout ça c'était du raisonnement, est-ce que cette valeur d'eau pulmonaire, est-ce que ce paramètre a une vraie signification physiologique? La réponse est oui. C'est Tagami qui a prouvé ça, c'était fait à Fukushima, cette étude-là. Vous voyez, ils ont pris des patients qui avaient un monitorage PICO. Donc vous avez la mesure d'eau pulmonaire par monitorage PICO. Et puis après, ils ont également mesuré l'eau pulmonaire par gravimétrie chez les patients quand ils étaient décédés. C'est-à-dire qu'ils ont pris le poids des poumons, ils ont prélevé les poumons, ils les ont pesés quand ils étaient sortis du corps. Après, ils les ont séchés, ils les ont repesés. Et donc après, ils ont fait la différence entre le poumon dans son poids global moins le poumon sec, ça leur donnait l'eau pulmonaire. Et ils ont montré que de mesurer l'eau pulmonaire par thermodilution, c'est-à-dire c'est des ordonnées, ou alors de manière post-mortem par la technique de gravimétrie, il y avait une très très forte corrélation entre les deux types de mesures. Vous voyez, un R à 0,90, c'est très corrélé, donc la mesure par thermodilution transpulmonaire est valable. Ça, c'était l'étude de validation de cette mesure PICO. Soit, on a une mesure qui est valable. Est-ce que maintenant cette mesure valable a un intérêt? Eh bien, il y a maintenant beaucoup de littérature qui montre, c'est que chez les patients de réanimation qui ont un SDRA, l'eau pulmonaire est un facteur pronostic indépendant de mortalité. Nous, par exemple, on l'a montré dans une étude rétrospective, on a inclus sur, je crois que c'était 5 ans, 200 patients qui avaient un SDRA qui étaient monitorés par le PICO. Vous voyez, 54% de mortalité à J28. Et ben, on a montré que l'eau pulmonaire maximale, c'est-à-dire la valeur maximale d'eau pulmonaire au cours du SDRA, alors évidemment c'est rétrospectif, hein, on ne peut pas avoir la valeur maximale en prospectif, la valeur maximale d'eau pulmonaire était un facteur prédictif indépendant de mortalité et que le cutoff entre les vivants et les morts était de 21 ml par kilo. Autrement dit, si les patients avaient une valeur d'eau pulmonaire maximale à plus de 21 ml par kilo, eh bien c'est un facteur prédictif de mortalité. Donc oui, c'est un facteur pronostic indépendant, oui c'est validé chez l'homme, et en plus, c'est une vraie signification physiologique parce que c'est une mesure qui est précise. On a voulu savoir, est-ce que cette mesure d'eau pulmonaire, qu'on obtient de manière intermittente par thermodilution transpulmonaire, elle est capable de détecter des petits changements? Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des patients qui allaient avoir un lavage broncho-alvéolaire. On a fait une thermodilution avant le lavage broncho-alvéolaire. On fait le lavage broncho-alvéolaire et on a refait des thermodilutions successives, vous voyez, juste après, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures après le lavage broncho-alvéolaire. Le lavage broncho-alvéolaire, chez nous, on injecte en moyenne 140 ml de sérum physiologique pour faire les prélèvements. Eh bien, les mesures d'eau pulmonaire par thermodilution étaient capables de détecter, en post-lavage immédiat, l'administration d'un petit volume, environ 140 ml. Et puis après, on voyait que c'était capable de suivre la décroissance. Et puis ça se stabilisait. Donc c'était validé chez l'homme. Ça a une vraie signification puisque c'est un facteur pronostic indépendant de mortalité. Et en plus, ça peut avoir un intérêt puisque c'est capable de détecter des petites variations d'œdème pulmonaire. Vous considérez que 140 c'est de petites variations? Oui, nous on considère qu'injecter 140 ml sur un lavage broncho-alvéolaire, c'était des petits volumes administrés. Et enfin, et alors là c'est des études qui sont beaucoup plus anciennes, vous voyez, qui ont été menées en 92, 100 patients qui avaient un SDRA, et les cliniciens à l'époque se sont dit, on va gérer la gestion de l'administration liquidienne, soit sur la PAPO, les patients avec cathéter artériel pulmonaire, donc sur la pression artérielle pulmonaire d'occlusion, soit sur la mesure de l'eau pulmonaire. Okay. Ça, c'est le bilan très sorti cumulé des patients sur les 72 premières heures. Vous avez le groupe PAPO, où c'est ça de la PAPO pour administrer au pas des liquides, et le groupe eau pulmonaire. Et bien vous voyez que
dès H24 et jusqu'à H72. Les patients qui étaient managés en termes de bilan entrée-sortie sur l'eau pulmonaire avaient des bilans entrée-sortie qui étaient moindres que les gens managés sur la PAPO. Bon, ok. Mais est-ce que ça avait un impact? Eh bien, ça avait un impact sur le jour de ventilation et ça avait un impact sur la durée de séjour en réanimation. On regardait l'eau pulmonaire, on remplissait moins les patients, ils avaient des bilans entrée-sortie plus négatifs, eh bien, ils étaient ventilés moins longtemps et ils sortaient plus rapidement de réanimation. Donc peut-être que cette eau pulmonaire, qui est une mesure qui est fiable, qui va détecter des petits changements de volume pulmonaire, ça peut avoir un intérêt pour la gestion de l'expansion volumique, en particulier chez les patients qui ont un SDRA, qui ont un œdème pulmonaire lésionnaire. Alors pourquoi? Parce que le grand risque, c'est quand on fait une expansion volumique chez un patient, par exemple, qui a un SDRA, il n'y a aucune relation entre la pression capillaire hydrostatique, par exemple la PAPO, là, qui est mise en abscisse, et l'eau pulmonaire extravasculaire. Vous voyez, pour une même mesure de PAPO, qu'on peut obtenir avec un remplissage vasculaire, on n'aura pas du tout forcément la même mesure d'eau pulmonaire. On n'engendrera pas du tout le même volume d'œdème pulmonaire. Alors pourquoi? Une autre façon de voir les choses. Là, j'ai mis en abscisse la pression capillaire, ou la PAPO. Et j'ai mis en ordonnée l'eau pulmonaire. Et on va faire un remplissage au patient. OK? Et vous voyez qu'il y a deux solutions. Premier remplissage, pour une même valeur de pression capillaire, l'eau pulmonaire générée n'est pas très importante. Alors que pour le même remplissage, avec la même pression capillaire, on peut avoir une eau pulmonaire beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que la variable qui entre en jeu, c'est la perméabilité vasculaire pulmonaire. Et donc forcément, la quantité d'œdème pulmonaire qu'on va créer pour un même remplissage, et donc pour une même pression capillaire obtenue, va beaucoup dépendre de la perméabilité vasculaire pulmonaire. Et c'est pour ça que nous, chez les patients qui ont un SDRA, eh ben, on va réfléchir à 2 fois avant de faire du remplissage vasculaire si la mesure d'eau pulmonaire est élevée, parce qu'on sait qu'en plus c'est un facteur prédictif indépendant de mortalité chez ces patients-là. Et donc ça tombe bien, le PICO non seulement renseigne sur la valeur d'eau pulmonaire, mais renseigne également sur cette perméabilité vasculaire pulmonaire dont on vient de parler, qui joue sur la quantité d'eau pulmonaire qu'on génère pour une expansion volémique. C'est pareil, une mesure qu'on obtient par thermodilution transpulmonaire, donc on fait notre bolus, enfin même nos 3 bolus pour avoir une moyenne sur les 3 bolus. C'est la même chose, c'est toujours la même analyse d'écho de thermodilution. Et voilà, il y a la petite horloge qui nous explique que c'est une mesure intermittente, PVPI ou IPVP en français, index de perméabilité vasculaire pulmonaire. Le cutoff, c'est 3. Moins de 3, on dit que la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire est normale. Plus de 3, qu'elle est altérée. Alors comment ça marche? Donc ça c'était le schéma, voilà tous les volumes qu'on a pu obtenir, hein, le volume intrathoracique, le volume pulmonaire, le volume télédiastolique, le volume sanguin intrathoracique et l'eau pulmonaire. Eh bien, l'index de perméabilité, c'est tout simplement tout ce qu'il y a en dehors des vaisseaux, donc l'eau pulmonaire, sur tout ce qu'il y a dans les vaisseaux, donc le volume pulmonaire total. C'est le volume extravasculaire sur le volume intravasculaire. OK? Encore une fois, tout ça, nous, c'est transparent. La machine le donne directement. Est-ce que c'est une vraie signification? Alors, ça a été regardé. Pareil, moi, je vous montre la résultat de l'équipe de Bicêtre qui avait fait ça, mais il y a d'autres équipes qui l'ont fait, notamment les Japonais, ils trouvent les mêmes cutoffs. Si c'est un indice de perméabilité vasculaire pulmonaire, on est d'accord que ça doit nous permettre de discriminer les patients qui ont un OAP hydrostatique des patients qui ont un OAP lésionnel, un SDRA. Donc, il y a 48 patients qui étaient admis pour détresse respiratoire, qui avaient un œdème pulmonaire. Il y a un panel d'experts, c'est les médecins spécialistes qui se sont réunis et qui ont décidé sur l'anamnèse, sur les critères cliniques, biologiques, radiologiques même du patient, de choisir entre OAP ou SDRA pour chacun des patients. Et puis les patients, ils avaient un monitorage PICO, donc on avait l'index de perméabilité vasculaire pulmonaire. On a classé les patients selon qu'on les avait classés en OAP ou en SDRA, et on a regardé les valeurs de l'index de perméabilité vasculaire pulmonaire entre les deux groupes, et on se rend compte que les patients qui ont un SDRA ont en moyenne un index de perméabilité qui est beaucoup plus élevé que les patients qui ont l'OAP, ce qui nous va assez bien, puisque dans le cas du SDRA, la perméabilité vasculaire est altérée, pas dans le cadre de l'OAP. Et on s'est rendu compte que la valeur de 3 permettait de discriminer de manière fiable, avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité, les patients qui avaient une perméabilité altérée des patients qui n'avaient pas d'altération de la perméabilité vasculaire. C'est pour ça que c'est ce cutoff de 3 qui a été retenu pour parler de perméabilité vasculaire normale ou anormale. L'équipe japonaise, ils avaient trouvé 2,7. Vous voyez, 2,7 ou 3, c'est exactement la même chose, pas sur les mêmes patients.
Et cet indice de perméabilité vasculaire, il a également une vraie signification. Si on revient à l'étude rétrospective de 200 patients qu'on avait faite, la valeur maximale d'eau pulmonaire pendant le SDRA était un facteur pronostic indépendant de mortalité. Et bien de la même façon, la valeur maximale de la perméabilité vasculaire, de l'index de perméabilité vasculaire obtenu au cours du SDRA est également un facteur pronostic indépendant de mortalité. Et le cutoff qu'on retrouvait, c'était 3,8, c'est-à-dire que les patients qui avaient une valeur maximale d'index de perméabilité à plus de 3,8 au cours du SDRA étaient plus sujets à mourir que les patients qui avaient une index de perméabilité qui était inférieure à 3,8. 21 pour le pulmonaire, 3,8 pour l'index de perméabilité. Avec toujours une meilleure spécificité. Ouais, toujours. Et donc si on revient à ce schéma qui essaie de résumer un peu la physiologie, la perméabilité vasculaire joue un rôle très important dans la quantité d'œdème pulmonaire qui peut se former pour une même expansion volémique et donc pour une même pression capillaire obtenue. Et de la même façon, nous les patients qui ont un SDRA, qui ont donc une eau pulmonaire par définition élevée, eh bien si l'index de perméabilité vasculaire est très élevé, on sera assez réticent à faire de l'expansion volémique. En tout cas, on reconsidérera la chose parce qu'on sait que ça peut générer beaucoup d'œdème pulmonaire et que c'est un facteur de pronostic indépendant de mortalité. Alors la question qui se posait, c'est est-ce que si on met un cathéter veineux central en fémoral et non pas en jugulaire, la valeur de cet index de perméabilité vasculaire était fiable? Là, dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, 11 patients qui avaient un cathéter veineux fémoral. Là, c'était l'index de perméabilité qui était donné par la machine. Là, c'est quand les médecins faisaient eux-mêmes le calcul à partir des formules que faisait le travail du PICO. Et là, c'était la valeur de l'index une fois qu'ils avaient appliqué une formule corrective. Et ils se sont rendus compte que, vous voyez, l'index de perméabilité qui est fourni par les machines, il est toujours sous-estimé par rapport à l'index obtenu si on faisait la correction. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que pour le volume diastolique global, ils avaient implémenté dans les algorithmes du PICO le facteur correctif qui permettait de le prendre en compte, la valeur. Ils ne l'ont pas fait pour l'index de perméabilité vasculaire pulmonaire. Ça veut dire que si on met un cathéter en fémoral, il faut faire attention, la valeur d'index de perméabilité vasculaire qu'on va obtenir est forcément un peu sous-estimée par rapport à la valeur qu'on aurait si on le mettait en jugulaire. D'accord? Maintenant, la sous-estimation, elle n'est pas non plus énorme. Donc c'est pareil, si on a 4,1 de perméabilité versus 5, de toute manière dans les deux cas la perméabilité est élevée et le message clinique et physiologique est exactement le même pour le patient. Donc ça donne le débit cardiaque, ça donne la précharge, ça donne la fonction systolique, ça renseigne sur l'eau, la perméabilité pulmonaire et enfin ça permet également, alors nous on ne l'utilise pas, mais ça permet d'avoir un monitorage de la SCVO2 en continu et donc de renseigner, on verra ça plus avant dans d'autres topos, sur l'oxygénation tissulaire, sur l'extraction tissulaire périphérique des cellules. Pourquoi est-ce que nous ne l'utilise pas? Parce que ça nécessite d'avoir une sonde spéciale et qui est laissée à demeure et qui finalement obture une des voies des cathéters. Donc nous on utilise des cathéters veineux centraux à 4 voies. Il y a une voie tout le temps pour les sédations, il y a une voie pour les amines, il y a une voie et puis il y a 2 voies médianes dont on sert pour faire du remplissage ou pour administrer des médicaments ou autres. Si on mettait cette sonde, eh bien, il y aurait une des voies qui serait obturée et souvent on se retrouve embêté sur le nombre de voies. Et donc c'est compliqué pour les soignants, donc on a abandonné la mesure en continu de la SCVO2. Par contre on se sert de la SCVO2, mais on fait des gaz du sang veineux et puis on fait les différences artério-veineuses quand on en a besoin, de manière ponctuelle. Donc voilà tout ce que peut donner le PICO. Alors c'est plutôt un outil qui est intéressant, encore une fois, le PICO donne ça, mais vous pouvez prendre le V1000 qui est de chez Edwards, ça donne exactement la même chose et ça donne avec exactement le même principe de thermodiffusion transpulmonaire. Ce qui est important, c'est finalement de savoir quelle est la place de ces monitorages hémodynamiques dans la prise en charge des patients. Et ça, c'est des algorithmes que je vous ai redessinés à partir des dernières recommandations, de 2014 pour la prise en charge des patients en état de choc, et de 2016 où il y a la part belle qui est faite en plus au monitorage hémodynamique non invasif. Qu'est-ce qu'on en retire de ces deux recommandations? C'est que chez tout patient en état de choc, il faut nécessairement une première évaluation hémodynamique. Je dis bien évaluation et pas monitorage. Donc c'est les patients qui ont un cathéter veineux central, un cathéter artériel. Donc ça c'est chez tout le monde parce qu'on leur administre des amines et qu'on veut mesurer la pression artérielle en continu. Et il a quand même de faire une échocardiographie. Et vous voyez que nous on la place vraiment en termes d'évaluation et pas de monitorage, encore une fois, parce que c'est des mesures intermittentes qu'il faudrait faire en permanence l'échographie cardiaque. Et puis après il y a deux catégories de patients. Il y a des patients qui ont un état de choc avec SDRA ou dysfonction ventriculaire droite et les patients qui ont un état de choc sans SDRA ou dysfonction ventriculaire droite. Si le patient a un état de choc et qu'en plus il a une défaillance respiratoire associée parce qu'il a un SDRA ou qu'il a une dysfonction ventriculaire droite, alors il faut monitorer le débit cardiaque en continu. Donc utiliser un moyen de monitorage hémodynamique.
et de préférence un moyen de monitorage hémodynamique avancé pour avoir toutes les autres variables et pouvoir avoir une prise en charge intégrée du patient. Deux solutions s'offrent à nous à ce moment-là, soit le cathéter artériel pulmonaire, et nous on ne l'utilise plus, mais les équipes qui l'utilisent, ils l'utilisent d'autant plus que le patient a une dysfonction ventriculaire droite associée, puisque ça permet quand même de renseigner sur le cœur droit, alors que le PICO ne permet pas de renseigner sur le cœur droit. Et les nouveaux cathéters artériels pulmonaires permettent la mesure intermittente du débit cardiaque, une mesure semi-continue du débit cardiaque. Alors c'est vraiment semi-continu, ça veut dire qu'il y a un petit filament qui chauffe de manière intermittente au bout du cathéter artériel pulmonaire, et donc ça évite de faire des thermodilutions. Néanmoins, ça chauffe que par intermittence, et donc le débit cardiaque semi-continu, c'est un débit qui est moyenné sur des longues périodes, donc ça ne permet pas de détecter des variations de débit instantanées qui sont générées par des épreuves type levée de jambe ou par des expansions volumiques. Ça renseigne sur les pressions artérielles pulmonaires, PAP, PAPO, sur la résistance vasculaire pulmonaire. D'accord. Ça, nous, on ne l'utilise plus, mais il y a des équipes qui l'utilisent. Et c'est là où la thermodilution transpulmonaire prend toute sa place. Et donc, par exemple, moi j'ai mis PICO, mais ça pourrait être encore une fois le V1000, puisque ça nous permet d'avoir la mesure intermittente du débit cardiaque, la mesure continue, et puis ça nous renseigne sur tous les autres paramètres qu'on a décrits et qui permettent ce monitorage hémodynamique multimodal. Si maintenant les patients avaient un état de choc, mais il n'y avait pas de défaillance respiratoire associée, pas de dysfonction ventriculaire droite, donc c'est vraiment une défaillance hémodynamique isolée, est-ce qu'on va aller à un monitorage hémodynamique plus invasif? Eh bien, ça va dépendre de la réponse à la prise en charge initiale du patient. Si le patient répond bien à la prise en charge initiale, c'est-à-dire l'expansion volémique et un peu de noradrénaline, par exemple, alors on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin dans le monitorage invasif. Typologie type des patients, les patients qu'on prend pour des chocs septiques sur obstruction urinaire, pyélonéphrite obstructive. Ils ont une défaillance hémodynamique qui est marquée, ils ont la bactérémie et la bacille gram négatif, mais enfin très rapidement quand on lève l'obstruction, ils sont sevrés en noradrénaline, ils ont besoin d'un peu d'expansion volémique. Ces patients-là, on ne va pas leur mettre un monitorage PICO. Ils ont un cathéter veineux central pour la noradrénaline et ils ont un cathéter artériel radial, par exemple, pour le monitorage de la pression artérielle, et on leur a fait l'échographie cardiaque parce que c'est un peu le welcome pack des patients de réanimation. On n'ira pas plus loin. Par contre, si la réponse à la prise en charge initiale n'est pas assez très satisfaisante, dans ce cas-là, souvent, on met un monitorage du débit cardiaque en continu pour essayer d'avoir plus d'informations et de comprendre pourquoi l'évolution n'est pas celle escomptée sur le plan hémodynamique. Et on a recours, dans ce cas-là, nous, à la thermodilution transpulmonaire. Voilà la place du PICO dans notre service. Et voilà pour le PICO avec, si vous voulez, je vous ai mis cette plaque. C'est une des revues de la littérature les plus récentes qui sont sorties sur la thermodilution transpulmonaire, où ça reprend absolument tous les indices qu'on vient de décrire, la façon dont c'est mesuré et leur applicabilité, leur intérêt en clinique. Je vous remercie pour le PICO.